Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. J'ai l'impression qu'absolument tous les youtubeurs du monde disent ça au début de leur vidéo. C'est en effet une vidéo qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. En fait, c'était tout simplement pour vous remercier de continuer à suivre ma chaîne. Ça fait maintenant 3 ans que ça existe. Je sais que ma chaîne n'est pas une chaîne populaire et clairement je traite pas de films ni de sujets très populaires, mais je m'en fiche, j'ai une communauté qui est active, c'est tout ce que je recherche. Merci aussi à mes invités en fin de vidéo qui ont joué le jeu. Je vous invite à rester pour pouvoir voir leur propre contribution. Comme je vous le disais, ça faisait un petit moment que je cherchais à sortir cette vidéo et j'avais vu un tag assez sympa traîner sur internet qui était les films que l'on regrette de ne pas avoir vus au cinéma. Sauf qu'il s'avère que plus j'y pensais, moins j'en trouvais, tout simplement parce que quand j'ai un film qui m'intéresse, en général, je vais le voir au cinéma. Et il faut se l'avouer, une vidéo sans contenu, ça aurait quand même été un petit peu bizarre. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo spéciale sur les films que je regrette de ne pas avoir vus au cinéma. Eh bien, il n'y en a aucun. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce nouveau tag que vous pouvez bien sûr réutiliser si l'envie vous en prend. Qui sont les films que je regrette d'avoir vus au cinéma. On a des tas de raisons pour regretter d'avoir vu un film, que ce soit le film en soi qui soit mauvais, soit que la salle et les conditions de visionnage étaient mauvaises, ou alors le public peut aussi faire en sorte qu'une séance de visionnage soit mauvaise. Ce sont plein de petits facteurs en fait qui font qu'une séance peut très vite gagner ou perdre en charme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser en commentaire votre propre classement personnel sur votre top 10 des pires séances de cinéma de votre vie, et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour regarder la pire séance de cinéma de mes invités. Ce film est représentatif de tous ces films qu'on va voir juste pour suivre une tendance. Si t'as de la chance, tu peux tomber sur d'excellentes surprises comme Wonder Woman ou bien Mad Max Fury Road qui étaient vraiment d'excellentes productions. Si t'as pas de bol, tu te farcis les Twilight, Harry Potter et autres Bilbo le Hobbit qui, s'ils peuvent être certes divertissants sur le moment, ont quand même un intérêt cinématographique plus que limité. Bilbo, je dois quand même avouer que je partais pas battue, en effet ça a quand même été réalisé par le même mec qui a réussi l'impensable, adapter l'inadaptable fable philosophique Le Seigneur des Anneaux. Mieux que ça, il a réussi à le rendre tout public, digeste sans pour autant la profondeur et la richesse des romans originaux. Mais je sais pas ce qui s'est passé entre temps dans l'esprit de Peter Jackson, c'est comme s'il avait complètement oublié toute idée de faire un film un tant soit peu cohérent et intelligent. À la place, on se retrouve face à un film bancal, au rythme assez bâtard qui oscille entre la farce et l'action, où Peter Jackson se sent obligé d'étirer l'histoire originale pour parvenir à faire une trilogie, ce qui rend des moments absolument accessoires et le rythme extrêmement lent, et un film aux effets spéciaux qui pue le fond vert et l'artificiel à plein nez au point d'avoir fait sombrer Ian McKellen en plein doute durant le tournage. Et si encore Peter Jackson avait gardé le ton fable enfantine teinté de merveilleux du conte original, j'aurais sans doute beaucoup plus apprécié son film. Mais Bilbo le Hobbit, en tout cas pour le premier opus, c'est clairement un film inégal. Quand on sait que Peter Jackson a créé la trilogie du Seigneur des Anneaux pour pouvoir adapter le Hobbit au cinéma, car c'était son intention au départ, on a de quoi se poser de sérieuses questions sur ses ambitions artistiques de base. Cette séance m'a dissuadé de payer pour les autres et à l'heure actuelle j'ai toujours pas fini la trilogie et je dois avouer que je m'en porte pas plus mal. Et puis ça m'a permis d'aller voir plein d'autres excellents films en 2013 et 2014 à la place, comme La Reine des Neiges, Lucie, Le Loup de Wall Street, Transcendance, Les Croods, La Famille Bélier, Maléfique. Oui, ma vie pue la merde, et alors ça te pose un problème ? Suite du remake américain de The Ring réalisé par Hideo Nakata, c'est le réalisateur des films japonais originaux qui a donc déjà réalisé un 2 au Japon, mais qui ici prend la suite des remakes américains, il fait donc le 2, alors qu'il a déjà fait un 2 au Japon, ça n'a aucun sens. Rings 2 est un film qui déçoit sur tous les points. La narration est confuse, les enjeux de base beaucoup moins intéressants que dans le premier opus. Le rythme trop rapide fait perdre de l'importance à absolument toutes les décisions prises par les protagonistes. Et même la magnifique, merveilleuse, sensationnelle, génialissime Naomi Watts n'arrive pas à sauver le film du naufrage. Mais au-delà du fait que le film en soi ne soit pas bon, j'aimerais ici aborder un autre cas de figure qui peut nous faire regretter une séance de cinéma, la déception dans nos attentes en tant que spectateurs. The Ring, à l'époque de la sortie de The Ring 2, était ma saga préférée. Aussi bien les livres que les mangas, que les films, qu'ils soient japonais ou américains. Et je dois bien avouer que cette saga compte encore aujourd'hui parmi mes petites vidéos maudites de Proust préférées. Ah si, je vous assure, Proust en a parlé, c'est donc du côté de chez Swan, vous irez vérifier. The Ring 2 est à mon sens l'exemple parfait d'une suite réalisée sans aucune cohérence avec le premier opus. On change le réalisateur, le ton, l'ambiance, les enjeux, le message. Parfois ça peut fonctionner, les suites aliens nous ont par exemple prouvé que tout changer permet de renouveler efficacement la formule, mais bien souvent, hélas, modifier à ce point-là le matériau de base est bien plus destructeur que créateur. La saga Ring a beaucoup pâti de cette suite médiocre et est restée enterrée en Amérique durant longtemps. Heureusement cette année, en début d'année, un reboot / remake est sorti, et j'espère que ça a été pour les créateurs l'occasion d'apprendre leurs erreurs du passé pour ne pas recommencer. Laissez-moi vous raconter une histoire merveilleuse d'un temps béni, l'adolescence.
Fut un temps magnifique et merveilleux où le McDo de ma ville proposait un menu cinéma à 11,50 €, place de cinéma et menu compris. Autant vous dire que dans un patelin de 20 000 âmes où c'est dimanche tous les jours, j'ai usé, surabusé et surabusé de ce menu. Le premier qui dit que ça se voit sur mon physique, je l'empaffe, ok? Du coup, ça me permettait d'aller voir à moindre frais avec ma bande de potes absolument tout ce qui passait sur les écrans. Je pensais pas dire ça un jour, mais en fait, McDo a vachement contribué à ma culture cinématographique. C'est ainsi que j'ai eu l'immense joie de découvrir sur les écrans Les Visiteurs 3, et après tout, les 2 premiers opus étant absolument drôles, des monuments de la comédie française. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer avec cet opus? À peu près tout, en fait. Entre les gags qui s'essoufflent autant qu'un Gérard Jugnot en roue libre qui décide d'en faire le moins possible à chaque réplique, l'écriture feignante qui se repose sur ses scripts d'il y a 30 ans sans jamais chercher à se renouveler un minimum, l'humour qui va tellement loin dans la beaufrie décomplexée qu'il en ferait rougir Jean-Marie Bigard, et la mise en scène peu inspirée digne d'un téléfilm financé par le conseil départemental de la Creuse, Les Visiteurs 3 fait clairement pas le figure face à ses prédécesseurs. Lors des séances entre amis, parce que oui, en plus j'étais accompagnée à l'époque, ouais, mes pauvres amis, je sais, je leur en ai fait beaucoup baver. On avait souvent l'habitude d'imiter en sortant de la séance le film qu'on venait de voir. On se refaisait les scènes cultes, on se refaisait des passages entiers, on refaisait les dialogues, le tout pendant que nos parents grelottaient de froid en nous attendant dans la voiture pour nous ramener à la maison. Ça donne pas envie d'être parent, hein, moi je vous le dis. Il n'y a qu'après 2 films que l'on est rentré directement chez nous, sans jamais imiter une seule réplique, sans jamais pouvoir se les refaire. C'est après Les Bronzés 3 et Eragon. Je pense que j'ai rien à rajouter. Il y a des films qui nous marquent en négatif parce qu'on les hait, qu'ils réveillent de mauvais souvenirs en nous, mais il existe une catégorie encore pire que les mauvais films, les films chiants. Ceux qui sont même pas assez mauvais pour en devenir drôles. Ceux devant qui le temps s'étire à l'infini et semble devenir une application physique de la théorie de la relativité temporelle de Bergson. Ceux qui nous font remettre en question la notion même d'ennui, qu'on pensait pourtant avoir abordé pas mal dans les salles d'attente ou devant un cours chiant. Comme si notre propre cerveau cherchait à s'échapper de notre boîte crânienne pour nous laisser simple enveloppe corporelle, vide et fade, face à la vacuité de notre existence. Alexandre fut de ces séances-là. Comment, bande de naïfs? Vous pensiez qu'un film sur le plus grand conquérant de la Méditerranée allait être épique, plein d'action et de rebondissements? Alexandre, c'est un film qui est principalement basé sur 2 heures de blabla inconsistant sur le vide existentiel, servi par des acteurs inexpressifs et pas investis une seule seconde, et par les scènes de combat les plus molles de l'histoire du scène du combat. Tu me diras comme ça, au moins les spectateurs de Derrick sont pas dépaysés, c'est plutôt sympa d'y avoir pensé. Et vous savez ce qui est le pire dans tout ça? C'est qu'en fait toute cette vacuité, ce vide existentiel, cet ennui profond, non seulement on se l'inflige à nous-mêmes, mais en plus on paye pour ça. Si ça s'appelle pas du masochisme, je vois pas ce que c'est, franchement. J'en parlais un petit peu plus tôt dans Stop et je pense qu'il était quand même difficile pour moi de ne pas placer cet étron cinématographique en bonne place dans ce classement. Eragon, pour les gens de ma génération, avait été une énorme claque littéraire aussi forte que Harry Potter en son temps ou les Hunger Games un peu plus tard. Autant vous dire qu'on était tous vraiment très impatients de retrouver les aventures de Saphira, Eragon, Murtagh et Arya au cinéma. Et je dois dire que ça démarrait pas si mal en fait. Saphira était magnifique pour l'époque, le début de l'histoire était touchant et prenant, la sensation de liberté, d'aventure dans de magnifiques décors était au rendez-vous. Bon, les elfes n'avaient pas d'oreilles pointues et les Urgal ne ressemblaient absolument à rien, mais bon, on va dire que ça fait partie des petites adaptations à faire quand ça passe au grand écran. Mais au fur et à mesure de l'histoire, le film devenait de plus en plus grotesque et incohérent. À partir de l'apparition du méchant d'Urza, dont le chara-design et le jeu sont copiés-collés sur ceux de Grima, Langue de Serpent du Seigneur des Anneaux, on a vite compris que ce film ne serait qu'une vague repompe de la trilogie de Peter Jackson. Mais alors, soit ça pouvait ne pas être original, être une grosse repompe, mais offrir quand même un spectacle plutôt divertissant et attachant, c'est pas grave, on n'en était plus à ce stade-là, après tout. Mais plus le film déroulait son scénario, plus on se rendait compte qu'au-delà d'une mauvaise adaptation, ce film était une trahison de l'œuvre originale. Le pire étant pour moi le passage à Fardendur, qui occulte totalement l'aspect politique et le climat de tension qui règne dans la cité, pour nous livrer à la place des scènes de bataille longues,
mollassonne, peu originale et sans saveur. Ce passage est sans doute symptomatique de l'échec du film. Ils ont tenté d'éluder toute la complexité et la richesse du scénario pour nous proposer à la place un souffle épique, intense, mais quelque chose de beaucoup plus simple pour son passage à l'écran. C'est un peu comme s'ils s'étaient dit que de toute façon le public visé était adolescent, comme s'ils voulaient pré-mâcher le travail un petit peu. Au fur et à mesure des années, Eragon s'est hissé dans la légende parmi les pires adaptations jamais réalisées. Et je dois bien dire qu'il a clairement pas volé ce titre. Chapeau bas, une telle constance dans la médiocrité, ça se mérite. Je vous parlais en introduction du fait que les conditions dans lesquelles on voit un film influent sur la magie ou non que celui-ci peut opérer sur nous. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire. Oui, encore, bon certes, je me répète un peu. Cette fois-ci, une histoire maudite. Laissez-moi vous parler d'une salle présente à l'UGC Toulouse. Une salle hantée. Elle est si petite qu'elle peut être confondue avec un placard à balai. On raconte que les spectateurs s'y vident de leur sang après avoir plissé les yeux trop longtemps sur l'écran de la taille d'un timbre-poste, et que l'on peut encore les entendre hurler « Remboursez !» les nuits de pleine lune. Bon, j'exagère franchement à peine. Les salles du rez-de-chaussée sont dotées d'écrans minuscules avec une image floue, un son de mauvaise qualité qui grésille, et l'espace pour s'asseoir qui est si petit qu'on se cogne constamment au siège de devant, c'est extrêmement désagréable. Vous aurez donc compris que j'ai vu Ave César dans l'une de ces salles. C'est pourtant un film excellent que j'avais mis dans mon top 10 des films de l'an passé. Il est réalisé par les célèbres frères Coen, qui ont quand même une réputation qui n'est plus à faire, et je l'ai vu le samedi soir à 20h30, la semaine de sa sortie. Je ne m'explique pas le choix d'avoir placé ce film dans cette salle pourrie. L'espace était blindé, il n'y avait plus aucun siège de libre, il y avait même des spectateurs obligés de s'asseoir dans les escaliers tellement tout était complet. Le son est tellement faible et de mauvaise qualité dans cette salle que les rires recouvrent absolument tous les dialogues durant une bonne minute, ce qui rend certaines parties du film absolument inaudibles. On doit donc bien faire attention à rire de la manière la plus étouffée possible, et se retenir de rire devant un film des frères Coen, qui sont quand même des films très drôles, surtout Ave César, c'est une expérience à peu près aussi agréable que se retenir d'éternuer durant un frottis vaginal. Non, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une histoire vécue? Pas du tout. Si vous vous rappelez, j'avais parlé de ce film à une époque très lointaine, au tout début de ma chaîne. Une fois de plus, ici, ce n'est pas le film en soi qui est déplaisant. C'est même un film plutôt intéressant, bien qu'un peu complaisant dans la violence, qui propose une expérience intéressante. Être entièrement muet, sans sous-titres lorsque les dialogues sont en langue des signes. Là où il a franchi pour moi la barre de l'insoutenable, c'est lors d'une scène d'avortement qui est montrée sans censure, qui dure longtemps et dans laquelle la souffrance n'est absolument pas censurée. Bien qu'il n'y ait pas de sang ou de passage gore, la souffrance exprimée par cette scène m'a fait me sentir mal comme jamais je l'ai été, avec le combo agréable de sueur froide, envie de vomir et tête qui tourne. J'ai même failli, pour cette scène-là, faire une chose que je déteste faire, que je me suis mis un point d'honneur à ne jamais faire, partir de la séance. Finalement, j'ai résisté jusqu'à la fin quand même, mais j'étais vraiment pas loin. Pour cette séance, c'est donc pas le film en soi que je regrette, mais plus les conditions de visionnage. En effet, j'aurais aimé le voir tranquillement chez moi, sous une couette, pouvoir mettre en pause après ce passage-là et aller regarder des petites vidéos de chatons mignons sur YouTube, histoire de me remettre un petit peu. Je reconnais l'intérêt de la portée politique de ce plan, j'en félicite le réalisateur, mais à titre personnel, c'était trop. Au point d'ailleurs que cette scène me revient assez souvent en mémoire et me file encore des frissons d'horreur. Il faut dire qu'en fait, c'est encore plus efficace que n'importe quel film d'horreur, hein. C'est la réalité froide et cruelle de ce que vivent encore certaines femmes dans le monde. Ok, là on rentre dans le lourd du dossier des mauvaises comédies françaises qui, sous couvert de « on peut rire de tout », font passer les pires idées du monde pour acceptables. Ce film raconte l'histoire de Agathe Cléry, femme raciste qui va devenir noire du jour au lendemain à cause d'une maladie de la peau. Elle expérimente donc le racisme, mais aussi le racisme inversé. Et j'invente rien, hein, le film parle vraiment de racisme inversé. Ouais, c'est de ce niveau-là. En découvrant des noirs qui discriminent des blancs à l'embauche. Déjà, rien que à la lecture du script, on doit se rendre compte qu'il y a un problème. J'ai vu ce film ado, et à l'époque, j'étais pas encore vraiment hyper déconstruite sur les notions de féminisme, de racisme, tout ça. Mais déjà, à l'époque, j'avais un sentiment de malaise sur lequel j'arrivais pas vraiment à mettre de mots, et je me disais, mais j'ai l'impression qu'il faut absolument pas que je rie de ce que le film est en train de nous proposer. Quand t'es gamin et que tu trouves déjà que le film est minable et problématique, c'est qu'il y a un sérieux problème. Clairement, le film part avec les meilleures intentions du monde. L'idée de base, c'est de prouver qu'on n'est pas différent, qu'il faut s'aimer dans la différence. Comme quoi, ce film est l'illustration parfaite du dicton l'enfer est pavé des meilleures intentions. Là où le film se vautre lamentablement, c'est qu'il oublie de contextualiser le racisme. Il oublie ainsi les facteurs historiques, sociologiques, mais aussi économiques de ce qu'implique le racisme. J'ai même du mal à comprendre qu'un film pareil, qui contient quand même une blackface, qui fait l'apologie de la soi-disant discrimination positive, et qui nous montre tout le long du film à quel point les relations entre les personnes noires et blanches,
c'est compliqué. J'ai du mal à comprendre qu'un film pareil ait pu trouver une approbation à un stade quelconque de sa production. Et bon, soit, à la limite, le message politique, tout ça, on peut se dire qu'on peut passer outre et voir uniquement l'aspect comédie. Même si je trouve à titre personnel que quand des films sont purement idéologiques comme ça, c'est difficile de passer à travers l'aspect politique. Mais bon, soit, faisons abstraction de ça. Le film reste une des pires bouses de la comédie française malgré tout. Les passages en comédie musicale sont malaisants, la mise en scène est aux fraises, les acteurs sont peu investis et en dessous de tout au niveau de leur interprétation. Au-delà du honteux de par son aspect cinématographique pourri, je trouve que ce film est dangereux. Aussi bien pour l'éducation des spectateurs à travers les messages un petit peu puants qu'il fait passer, mais aussi pour la santé du cinéma français. Et le pire, c'est que quand on voit les merdes de comédies racistes qui sortent encore chaque année sur nos écrans, on se dit que la pensée néocolonialiste française a encore de très beaux jours devant elle. Quand j'étais ado, j'étais une fan de la saga des Scary Movie. Pensez donc une mordue de films d'horreur comme moi, qui tombe sur des films parodiques, bourrés de fanservice, de références qui parodient absolument tous ses films d'horreur préférés. Pour moi, c'était comme si j'avais trouvé le Graal. Prise dans mon élan d'enthousiasme, je vois extatique qu'un autre film parodique sort, et tout pile pour la période de mon anniversaire, mais quel heureux hasard! Ce film, c'est donc Big Movie. Sur la bande-annonce, on voit de la parodie en droite lignée des Scary Movie qui frise l'humour vulgose, qui est bourré de références, et bien cheap comme on aime au niveau de la mise en scène. Je l'ai déjà senti mal quand, à l'époque, le week-end de la sortie du film, dans la plus grande salle du méga CGR de Béziers, on était 5 dans la salle. 2 potes à moi qui avaient accepté de m'accompagner à cause de l'argument de « c'est mon anniversaire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ». Et un couple, dont j'espère que ce n'était pas le premier rendez-vous tellement je vois mal comment on peut conclure après avoir vu un film pareil en fait. Big Movie, c'est l'antithèse de la beauté et de la poésie, ça on pouvait s'y attendre, mais j'irais même plus loin, c'est l'antithèse de la créativité. C'est moche, c'est vulgaire, c'est bas du front, c'est gras, ça n'a nu queue ni tête. Pour moi, c'est un film qui n'essaye même pas. Ce film, ce n'est qu'une succession de sketchs sans scénario, qui arrivent parfois sur un hasard à être drôles, mais dans lesquels toute l'équipe a placé une implication plus que minimale. Big Movie est à Scary Movie ce que la purée de céleri est à la purée de patates. Ça y ressemble, ça a vaguement la même texture et la même forme, mais c'est tellement sans goût et sans saveur qu'à part une bonne diarrhée, qu'elle soit mentale ou physique, ça n'apporte absolument rien de plus. On y arrive. Au sujet qui fâche, au film que je regrette le plus d'avoir payé au cinéma. La momie, la tombe de l'empereur dragon. Bon Dieu que je hais ce film! Je pense que si la note 0 existe sur les films comme Allociné, Sens Critique, etc., c'est uniquement pour pouvoir noter ce film. Et non, je m'en branle, je suis pas objective, mais j'ai des bonnes raisons pour. Je pense que vous commencez à le savoir, si c'est pas le cas, je vais en rajouter une couche. La saga La Momie, c'est ma saga préférée. J'ai d'ailleurs écrit des articles pour le magazine L'écran si ça vous intéresse sur la saga de La Momie, je vous ai mis ça en barre d'infos. Mais suis-je bête? Évidemment que ça vous intéresse, parce que ça parle de la momie. Pas vrai? Il existe donc des films qui, au-delà de la déception dans nos attentes, parviennent à franchir un nouveau cap, celui de la trahison. J'ai pas d'autre terme pour exprimer le profond désarroi que j'ai ressenti face à ce 3e opus qui n'est qu'une pâle copie des opus précédents. Déjà, pour citer un très grand philosophe de notre époque, un film La Momie sans Imhotep, c'est comme un hélicoptère Panther sans ses roquettes au napalm. Et même Jet Li en momie n'arrive pas à sauver le film. Je répète, Jet Li en momie n'arrive pas à sauver le film. Où est-ce que ça a planté, putain? Ben, déjà, ça a planté niveau casting. Brendan Fraser, que j'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, mais faut bien être objectif à un moment quand même, était déjà ici sur sa pente descendante et entre problèmes d'alcool et une carrière déjà essoufflée, il fit ici le minimum du minimum. Le jeune Alex Grandi, incarné par Luke Ford, dont c'est le premier rôle, il en a de la chance d'avoir débuté dans ce film, dis donc, et c'est tant bien que mal de tirer son épingle du jeu, tout comme Johanna, qui joue un Jonathan toujours aussi fandard, mais l'alchimie ne prend plus. Est-ce que c'est à cause de l'absence de Rachel Weisz au casting, qui a fui le naufrage avant que tout ne parte à l'eau, à cause du manque d'Égypte, qui avait fait la recette des films précédents, à cause du manque de charisme des antagonistes qui ne nous font que regretter la disparition de Hank Sunamun et de Imhotep, à cause des scènes d'action mal rythmées qui mènent à l'ennui plus qu'au divertissement, à cause de la BO peu marquante et peu inspirée qui nous fait regretter le génie de Alan Silvestri et Jerry Goldsmith. Toujours est-il que dans ce film on ne retrouve pas l'alchimie qui a fait la magie des premiers opus. Il signera d'ailleurs la fin de la saga La Momie avec Fraser à sa tête, et je ne peux que détester ce film encore plus pour ça, car lorsqu'on voit l'incarnation palote et plate offerte par Tom Cruise lors du reboot sorti en juin dernier, on n'a qu'une envie, se renfoncer dans sa couette et se replonger sans plus attendre dans la magie des 2 premiers opus. Je vous laisse, l'aventure m'appelle. Et voilà, le top 10 des pires films que je regrette d'avoir vus au cinéma est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de rester pour pouvoir voir le top 10 de mes invités, en attendant je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!
Alors s'il y a un film que j'ai regretté d'aller voir au cinéma, c'est Radin. En fait c'est les nouvelles aventures d'Aladin, faut pas se le cacher. Mais je l'ai déjà bien défoncé à sa sortie. Non mais sans déconner, j'en ai vu des dubs au cinéma. Mais à chaque fois je me disais, au moins c'est moins pire sur grand écran. Mais pour Radin, je suis sorti avant la fin du film. 20 minutes avant la fin du film. Et pourtant au début j'étais content, hein, parce qu'il y avait une mise en scène qui servait une blague à merveille. J'étais en mode... Beau, hein. Joli. Joli. Et puis, au fur et à mesure du film, c'est devenu... Je vous jure que je ne peux pas. Et pour finir, au moment de me casser de la salle, c'était... Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et ça riait beaucoup dans la salle. Alors la médiocrité, évidemment qu'elle vient du film. Mais ça doit venir aussi quand même du fait que le public n'a aucun sens critique. Imagine, Radin, c'est un peu comme Superchondriac, sauf qu'au lieu d'avoir un hyperchondriac, t'as un radin. GG l'originalité, les vannes fonctionnent pareil, la mise en scène fonctionne pareil, les musiques fonctionnent pareil. GG l'originalité. Et c'est même pas Danny Boone qui l'a réalisé. Au moins Superchondriac, j'avais bien aimé. Oui, je précise que j'ai bien aimé ce film, parce que si je vous le dis pas, vous allez penser qu'en fait si j'ai choisi Radin, c'est juste parce que j'adore cracher sur les comédies françaises. Sauf qu'en fait, je vais voir beaucoup de comédies françaises. Et c'est assez rare que j'en ressorte dégoûté avec l'envie de péter mon siège. Radin, c'est le genre de film prévisible, avec des blagues faites et refaites. Tellement refaites que quand on te la donne à bouffer, t'as l'impression que ça a déjà été régurgité. Je vais pas m'éterniser sur cet unique film qui m'a fait sortir de la salle avant la fin. J'ajouterai juste un mot. Je félicite vraiment Dolores pour nous parler de films dont personne ne parle. Je suis aussi très heureux qu'elle nous ait rejoint sur le blog de Top 250 pour nous offrir des dossiers de qualité. Et je suis encore plus heureux qu'elle soit parmi les femmes qui parlent bien de cinéma sur YouTube, pendant que t'en as certaines qui peuvent s'accrocher qu'à une communauté de crevards, quitte à raconter les pires conneries dans leurs vidéos. On dirait Morticia des Saints Dalmatiens. Voilà Dolores. Petit message d'amour pour toi sous couvert d'un message violent, hein, à force tu me connais, hein, t'as l'habitude. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je peux vous donner qu'un conseil, c'est de vous abonner à la chaîne de Dolores, parce qu'elle parle vraiment d'un cinéma dont nous généralement on ne parle pas spécialement, donc ça fait du bien aussi de découvrir un peu un cinéma un peu plus underground ou un peu plus parallèle du marché habituel. Donc voilà, abonnez-vous les cinéphiles et je vous dis à la prochaine. Salut. Cœur cœur, RT si t'es d'accord, TNM TC Love. Et donc après le 8 millième essai, me voici Lola pour répondre à cette question que tu m'as posée. Quel film je regrette le plus d'avoir vu au cinéma ? Tous les films depuis 2000 déjà pour commencer. Non, plus sincèrement, le film que je regrette le plus d'avoir vu au cinéma, c'est Rosetta des Frères Dardenne, puisque c'est un film qui m'a fait sortir de la salle de mauvaise humeur. Je suis rarement fort de mauvaise humeur en sortant d'un film, mais sur le coup, j'étais furieux. Et j'ai insulté un surveillant de l'école cet après-midi-là, parce qu'il m'a fait une remarque sur ma tenue vestimentaire. Très bon souvenir, Rosetta des Frères Dardenne. Très très bon. À une prochaine. Salut les petits loups, moi c'est Quentin. Alors, la pire séance de ma vie, malheureusement, je l'ai vécue il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était 120 battements par minute de Robin Campillo. Alors, va savoir pourquoi je me suis décidé à aller voir ce film, vu qu'à la base, je n'aime pas trop les drames français, mais le film avait eu de bons retours. La presse était plutôt dithyrambique à son sujet. Même des amis cinéphiles m'avaient dit que voilà, le film était très très bon et qu'il fallait que je le voie. Ma copine avait envie de le voir, donc voilà, pour lui faire plaisir, j'ai décidé de l'accompagner et d'aller voir ce film. 30 secondes. Il m'a fallu 30 secondes avant de comprendre que les 2h20 qui allaient suivre allaient faire partie des plus longues de ma vie de cinéphile. Je le redis, mais non, on en est sûr, on en est certain. Les drames français, c'est pas du tout ma came. Voilà, les films comme ça, filmés très près des acteurs, très bavards, un petit peu tire-larme, sur des sujets difficiles, compliqués. Ça me plombe une séance, mais à un point. Ça me plombe ma journée, ça me plombe ma soirée. Et qu'est-ce que je trouve ça chiant. Ah, et ça parle, ah, et ça pleure, ah. Vraiment, c'est pas du tout mon délire. Alors, en toute franchise, en toute objectivité, je suis sûr que le film a plein de qualités, ne serait-ce que l'interprétation de ses acteurs, qui sont tous très bons. Je suis sûr que ça plaira à beaucoup d'entre vous, mais moi, c'est pas du tout mon délire, et vraiment, c'était très très difficile, très très compliqué. En règle générale, j'évite ce genre de film en salle. Je préfère voir ça dans mon salon pour pouvoir soit faire une pause, soit va regarder un petit peu à droite, à gauche, bref, voilà, papillonner à côté. Mais là, du coup, c'était très 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 dur, c'était très 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 long. Donc, c'était pas du tout une bonne idée.
voilà, je le saurai pour la prochaine fois, on ne retentera plus ce genre de choses. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Ciao. Tu m'as fait galérer, Lola, hein. J'ai cherché pendant très longtemps un film que je n'aurais pas aimé voir au cinéma, ou que je regrette d'avoir vu au cinéma. Au final, j'en ai trouvé un, mais c'est pas un film que je regrette d'avoir vu au cinéma. C'est un film que je regrette d'être allé voir à cette séance-là. En fait, c'était le jour de la sortie d'Iron Man 3. Il y avait qu'une seule séance en VO dans mon cinéma. Donc j'y suis allé le soir plutôt serein en me disant le public va être dans ma tranche d'âge, va être désireux de voir un film d'action mais en version originale. Donc ça va pas être le même type de public qui va voir des films d'action de base. Donc c'est-à-dire ils vont pas foutre le bordel. La séance commence plutôt bien et en fait il y avait 5 mecs qui étaient sur le premier rang. Et ils étaient tellement à fond dans le film qu'ils ont passé tout le film à gueuler. Mais genre à gueuler, genre ils étaient trop contents de voir Iron Man. Et moi j'ai pété des câbles. Parce que le résultat, c'était vraiment insupportable au bout d'un moment. Il y a tout le monde qui leur disait de fermer leur gueule. Il y a des vigiles qui sont rentrés et qui leur ont dit de se taire. Ils n'ont pas pu sortir parce que voilà, techniquement, vu qu'ils ont payé leur place, ils restent jusqu'à la fin. Et c'était très particulier. Donc je regrette un peu d'avoir vu Iron Man ce jour-là parce que je me dis que si j'étais tombé sur une autre séance, ça se trouve j'aurais eu un public un petit peu plus adéquat à l'ambiance du film. Et là, résultat, mais pour le coup, grâce à ça, dans un sens, je me rappelle de chacune des séquences du film, tellement ils me les ont matraquées à la gueule en mode c'est trop bien, c'est trop bien. Donc étrangement, je regrette d'avoir vu Iron Man 3 à cette séance, mais ça a permis au film d'être un de ceux que je garde le plus en mémoire parce que ils ont tellement gueulé pendant toutes les séquences d'action que je me souviens de toutes les séquences d'action de ce film par cœur alors que je l'ai vu que 2-3 fois. Comme quoi, des fois, une mauvaise séance de cinéma, ça peut laisser un bon souvenir de film et ça peut permettre surtout de se souvenir d'un film. Le vrai paradoxe. Hola gringos, aujourd'hui l'heure est pas à la rigolade. J'ai plus l'habitude de vous parler de films que je vous conseille de voir et cette fois-ci je vais vous parler d'un film qu'il faut surtout pas voir. Je vais donc vous parler de It Comes at Night. Bon, déjà je te mets dans l'ambiance de comment s'est prise la décision d'aller voir ce film. Petite ville de province, soirée ciné en famille, que des meufs avec moi. Bon, tout ça pour dire que j'étais pas en surnombre question testostérone pour faire passer le film que j'avais envie d'aller voir. En l'occurrence à l'époque c'était Wonder Woman. Tu es le maillon faible. Au revoir. Bref, c'est pas faute d'avoir fait passer le message comme quoi, au vu de la bande-annonce, on risquait de voir un film plat avec des personnages sans importance qu'on allait nous faire crever les uns après les autres et que pour compenser tout ça, on allait nous faire crever le chien. Ah non, pas le toutou. Et bah, c'est arrivé, on est allé le voir et ça s'est passé. C'est vrai qu'au final, l'histoire se résume bien comme ça. Des personnages stériles, une histoire pas terrible et au final, le chien qui meurt pour compenser tout ça et nous apporter un petit peu d'émotion. Pour résumer, 1h30 de bonheur et 2 siestes pour un total effectif de 8 minutes 32 passées dans les bras de Morphée. Mais bon, c'est pas parce que j'ai pas aimé que vous aimerez pas. Tous les goûts sont dans la nature et c'est pour ça que le monde est magnifique. Ah, c'est beau ce que je viens de dire, putain. Allez, à la prochaine, ciao!